Merci d'avoir choisi i24 News pour vous informer ce matin. Voici les titres à la une de l'actualité. La Grèce, officiellement en défaut de paiement. Hier à minuit, le pays n'a pas honoré sa dette au FMI. Et on tente de comprendre ce matin quel est le ressenti du peuple grec. Vont-ils aller jusqu'au bout et quitter la zone euro? Entre humiliation, colère et fierté nationale, leur décision dimanche lors du référendum sera en tout cas historique. En Israël, la vague d'attentats que subit le pays depuis 10 jours a fait un nouveau mort. Une des 4 personnes blessées dans l'attaque en Cisjordanie a succombé hier à ses blessures. Malachi Rosenfeld avait 25 ans. 5 jours après l'attentat en Isère, le parquet confirme le mobile terroriste malgré les affirmations du suspect. On s'arrête dans cette édition sur la stratégie de la défense en semant le trouble sur les motivations derrière cet attentat qui correspond pourtant au mot d'ordre de Daesh. Et puis la canicule s'abat pour la 2e journée consécutive sur la France qui se prépare aujourd'hui à de nouveaux pics de chaleur. La température pourrait atteindre 39 degrés à Paris cet après-midi. Enfin, je suis en call, en plein meeting pour penser out of the box. Notre lexique professionnel est truffé d'anglicismes. Alors comment retrouver le français au bureau? Guide pratique en fin d'édition. Bienvenue à tous. C'est donc depuis minuit que la Grèce est officiellement en défaut de paiement. Athènes n'a pas remboursé le FMI et devient ainsi le premier pays développé à accumuler des arriérés vis-à-vis du Fonds monétaire international. Hier, des tentatives d'accord de dernière minute ont échoué alors qu'une manifestation se tenait dans la capitale grecque en faveur du référendum. Chloé Demoulin. Au moins 20 000 personnes réunies à Athènes pour dire oui au référendum et ainsi soutenir les efforts budgétaires demandés à Athènes par ses créanciers. Je suis en Europe et je veux rester en Europe. Je pense que le seul avenir pour mon pays, pour moi, pour ma famille, pour mes enfants et mes petits-enfants, est de coopérer avec les autres Européens et d'aller de l'avant. Il n'y a pas d'autre moyen. Un pied de nez pour le Premier ministre Alexis Tsipras qui a appelé son peuple à voter non pour, d'après lui, mettre la pression sur les négociations. L'Eurogroupe s'est terminé mardi sans accord. En attendant, la Grèce n'a pas remboursé le 1,5 milliard d'euros qu'elle devait au FMI et la zone euro a refusé d'étendre son programme d'aide financière. Sur les conséquences concrètes que pourrait avoir la sortie de la Grèce de la zone euro, les avis restent partagés, à l'image de celui du président américain. Ce ne sera pas un choc majeur pour le système et pour le peuple américain. Mais évidemment, ce sera très douloureux pour le peuple grec et il peut y avoir un effet significatif sur les taux de croissance en Europe. Les discussions doivent reprendre ce mercredi avec toujours l'espoir d'un accord de dernière minute. Et au lendemain de cette annonce, on tente de comprendre ce matin quel est le ressenti du peuple grec. Vont-ils aller jusqu'au bout en quittant la zone euro? Bonjour Angélique Kourounis depuis Athènes, vous êtes journaliste indépendante grecque. Alors que ressentent les Grecs ce matin? Est-ce que dans le bulletin qu'ils choisiront de déposer dans l'urne dimanche, il y a aussi de la colère, une part d'humiliation et de fierté nationale peut-être? Il y a un peu de ces trois choses-là. Les Grecs subissent depuis plusieurs années une politique de récession, une politique d'austérité qui n'a pas porté ses fruits. Ils ont le sentiment que leur dignité a été bafouée, qu'ils sont humiliés, et c'est ce qui explique en partie le succès et la popularité d'Alexis Tsipras. Beaucoup n'ont pas encore décidé vraiment ce qu'ils vont voter dimanche, parce que la question n'est pas très clairement posée, c'est un peu confus. Il y en a qui disent que les conséquences seront une sortie de l'eurozone, il y en a d'autres qui disent que la seule solution c'est de partir et de construire quelque chose de nouveau. En tout cas, selon les dernières estimations, on est à peu près à 50-50. La population est très divisée. Alors justement, sur la conséquence de ce choix, Angélique, même si la Grèce sort de l'euro, sa situation économique ne sera pas meilleure. Jean-Claude Juncker a lancé un appel on ne peut plus clair. Il l'a dit, il ne faut pas se suicider parce qu'on a peur de la mort. Les Grecs ont-ils conscience que sortir de l'euro les mènera vers une situation économique très difficile? On parle de chômage, d'inflation, d'instabilité.
Ça reste à prouver ce que dit M. Juncker, parce que depuis 5 ans où la Grèce subit une politique d'austérité sans précédent, le PIB a chuté d'un quart, de 26%, un tiers de la population est sous le seuil de pauvreté, un tiers de la population n'a pas accès aux soins, il y a 28% de chômage, dont à peu près 60% touchent les jeunes. Donc cette politique d'austérité qui était censée sortir le pays de la crise n'a pas apporté ses fruits. Donc que la Grèce sorte de l'euro, ça sera certainement extrêmement douloureux et difficile pendant les premières années, mais ça va peut-être lui permettre, par exemple, si elle fait défaut, en ne payant pas sa dette, de pouvoir investir l'argent qu'elle mettait dans sa dette dans l'économie réelle. Là, il y a un étranglement artificiel qui a été créé dans ce pays, ce qui fait qu'il n'y a plus aucune liquidité qui fonctionne, et c'est ce qui explique la fermeture des banques. Quand une liquidité ne fonctionne pas, ça veut dire que l'économie réelle ne peut pas fonctionner. Ce référendum ne se fait pas dans des conditions sereines. Ce référendum se fait dans des conditions de chantage financier. Donc, M. Juncker, d'après ce que pensent les Grecs, peut dire ce qu'il veut, mais il y avait des négociations. Elles n'ont pas abouti parce que ce que proposait Alexis Tsipras était d'inspiration d'une philosophie de gauche qui était oui, on va trouver de l'argent, mais en augmentant les taxes et non pas en coupant les dépenses et couper les retraites. Monsieur Juncker voulait absolument que les retraites soient coupées. Le gouvernement ne voulait pas le faire, d'où ce référendum. La solution proposée pour l'économie n'a pas marché. Peut-être que si les Grecs essayaient autre chose dans un autre espace économique que l'eurozone, ça pourrait marcher. Ceci étant, je voudrais quand même rappeler qu'il y a 2 pays qui ne sont pas membres de l'eurozone qui utilisent l'euro, c'est le Monténégro et le Kosovo, et qu'il y a un pays qui est membre de l'Union européenne qui n'utilise pas l'euro non plus, et c'est le Royaume-Uni. Donc il y a plusieurs possibilités. Ouais. Toutes les formules sont imaginables. Merci beaucoup. Angélique Kouronis depuis Athènes. Et l'étape décisive pour l'avenir de la Grèce se jouera donc dimanche avec la tenue de ce référendum. Mais faute d'argent, aucune campagne d'affichage n'est prévue par le gouvernement. Résultat, les partisans des 2 camps investissent massivement les réseaux sociaux. Rudy, sur Twitter, les défenseurs du oui et du non s'affrontent. Oui, effectivement, habituellement une campagne, ça ressemble à des affiches, des tracts, des meetings pour un oui ou pour un non, sauf que dans le cas de figure grec, vous l'avez dit, plus d'argent dans les caisses, donc une solution de repli, finalement une solution assez efficace et moderne, un mode de campagne plus efficace, Twitter et les réseaux sociaux. Alors d'un côté on a le oui, nei en grec, et de l'autre côté le non, oxy. Les partisans du oui mettent en avant qu'un refus du plan d'aide coïnciderait avec une Grèce exclue de la zone euro, mais surtout exclue de l'Europe, comme vous le voyez, une Grèce isolée sur cette image virale. Alors il faut le dire, c'est bel et bien le camp du non qui est vraiment le plus actif sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, avec des caricatures très dures envers la Troïka, comme celle-ci. On voit cet astéroïde de démocratie prêt à s'écraser sur les dirigeants européens. Et puis cette photo que ceux qui comprennent l'anglais se feront un plaisir de traduire. Pour être poli, il est écrit que les Grecs n'ont pas à demander l'avis de l'Europe pour savoir comment vivre. Voilà, le dessin est un peu plus clair. Et puis cette bataille du oui et du non dépasse de loin les frontières de la Grèce. Oui, nombreux sont les dirigeants européens qui sont résignés donc à faire campagne. On a vu Angela Merkel monter au créneau, Jean-Claude Juncker aussi faire campagne pour le oui. Et côté français, il y a une sorte de prudence, en tout cas une volonté affichée de respecter la souveraineté du peuple grec, en tout cas de faire comme si, on voit par exemple le tweet de Pierre Moscovici qui dit le peuple grec va choisir souverainement son avenir et je souhaite qu'il conjugue avec qui se conjugue avec celui de la zone euro. Du côté de Jean-Christophe Cambadélis, secrétaire général du Parti socialiste, national du Parti socialiste, il dit ce n'est pas au Parti socialiste de se substituer aux Grecs. Les Grecs ont leur destin entre leurs mains. Et du côté de la droite, on fait aussi campagne pour le oui. Du côté du Parti Les Républicains, on a tout intérêt à ce que le peuple grec vote oui. Mais dans ce cas, les Grecs devront aussi jouer le jeu. Voilà, alors les pour et les contre s'affrontent sur Internet. Et c'est sur Internet peut-être qu'une solution pourrait être trouvée. En tout cas, c'est ce qu'espère un jeune Britannique qui a lancé cette campagne virale, une campagne de financement participatif pour sortir la Grèce de l'impasse. Alors voilà, si vous donnez 3 €, vous pouvez recevoir une carte postale du Premier ministre Alexis Tsipras. En versant 6 €, là c'est plus intéressant, une salade d'olives et de la feta, et 10 € donnent droit à une bouteille d'Ozo. Voilà, objectif 1,6 milliard. C'est plein de bonne volonté, mais pour l'instant on est encore loin du compte avec 520 000 €. Voilà, c'est ce que la page a récolté pour l'instant. Bon, c'est déjà ça. Merci beaucoup, Rudy.
En Israël, on parle désormais d'une vague d'attentats. 6 attaques en 10 jours depuis le début du Ramadan. Dernière en date à Shiloh, en Cisjordanie, où un terroriste a ouvert le feu sur 4 Israéliens. L'un d'entre eux est mort. Il a succombé à ses blessures hier soir. Malachi Rosenfeld avait 25 ans. C'est le 4e attentat en 4 jours, le 6e depuis le début du Ramadan. 4 Israéliens d'une vingtaine d'années ont été la cible d'un tireur lundi soir près de l'implantation de Jvout-Rarel en Cisjordanie. Selon les premiers éléments, il semble que les 4 amis rentraient chez eux après un match de basket quand une voiture arrivant en sens inverse a ouvert le feu sur leur véhicule. L'un d'entre eux, grièvement blessé, a succombé cet après-midi. Les 3 autres ont été, eux, plus modérément touchés. L'armée israélienne a été massivement déployée sur place afin de ratisser les lieux à la recherche de l'auteur ou des auteurs des tirs. Il s'agit de la 2e attaque en moins de 24 heures. Dans la matinée de lundi, une soldate postée près du tombeau de Rachel a été poignardée par une Palestinienne. Son état est jugé grave mais stable. L'auteur de l'attaque a été arrêté et transféré pour interrogatoire. Il y a 10 jours, Danny Gonen, un jeune Israélien de 25 ans, a été mortellement touché par un tireur palestinien près de l'implantation de Dolev en Cisjordanie. Une organisation affiliée au Hamas avait revendiqué l'attentat. Alors, dernière victime en date, Julien Malachi Rosenfeld. Et il faut rappeler que la famille Rosenfeld a déjà connu une tragédie. Absolument, pour la famille Rosenfeld, cette histoire familiale est une tragédie. Malachi avait 25 ans, mais son frère est mort il y a 13 ans. Son frère était pilote dans l'armée de l'air israélienne. Il est mort lorsque sa Jeep a été emportée par des inondations. Et son frère s'appelait Yitzhak, du nom de son oncle, Yitzhak Malachi, Yitzhak Rosenfeld, qui lui aussi a été tué lors de son service militaire. Donc c'est la 3e tragédie familiale. Voilà, et face à cette vague d'attentats que subit le pays, eh bien Israël, les autorités israéliennes prennent des mesures. Oui, on l'a entendu dans le reportage, un 6e attentat en 10 jours. On parle déjà d'un mois de Ramadan particulièrement meurtrier. Le ministre de la Défense, Ya'alon, a affirmé que c'était une cellule du Hamas basée en Turquie qui était derrière toutes ces attaques, ce qui est assez problématique, Barbara, puisque Israël et le Hamas actuellement sont dans des négociations de longue durée pour un cessez-le-feu de long terme dans la bande de Gaza. Donc évidemment, c'est une information qui est problématique. En réponse, l'armée israélienne a annoncé le déploiement de troupes supplémentaires en Cisjordanie, notamment des troupes d'infanterie de la brigade Nahal. Le conseil des localités israéliennes de Cisjordanie appelle l'armée israélienne à en faire plus. Il juge que ce sont des mesures qui ne sont pas nécessaires, qui sont trop faibles. Par ailleurs, on note que l'accès aux mosquées du Mont du Temple a été restreint aux personnes d'un certain âge pour éviter que de jeunes manifestants et de jeunes émeutiers s'en prennent aux fidèles lors des prières du Ramadan. Merci Julien. Et puis vous le savez, les négociations sur l'accord du nucléaire iranien sont entrées dans leur phase finale. Alors avant de nous rendre à Vienne, où se tiennent ces discussions, le point en images sur les dernières avancées. Joseph Emmanuel. Retour à Vienne pour le négociateur iranien. Mohammad Javad Zarif revient d'Iran, un voyage éclair d'1 jour pour vraisemblablement récupérer la réponse des ayatollahs dans l'un des dossiers les plus complexes de la dernière décennie. De retour et accompagné de 2 hommes importants du régime islamique, Ali Akbar Salehi, chef de l'organisation iranienne de l'énergie atomique, et Hossein Feredoun, le frère de l'actuel président iranien. Un retour très officiel donc, mais M. Zarif n'a pas encore dévoilé ses cartes, pas avant de s'entretenir avec l'Américain John Kerry. L'Iran s'en tient pour l'instant à la ligne qui a toujours été la sienne. Un accord, oui, mais à condition que... Le seul accord que la nation iranienne acceptera est un accord juste, équilibré, respectant la grandeur nationale et les droits du peuple iranien. Et l'autre camp l'a compris. Et l'autre camp, c'est l'Occident, représenté par les 5+1. Un Occident qui peine à imposer ses conditions et qui, après 20 mois de négociations, se retrouve dans la position de celui à qui l'Iran pose ses conditions. L'une d'elles, la levée immédiate de toutes les sanctions. En Iran, on suit les négociations de près. Ils sont 200 à s'être réunis ce lundi place Azadi, des citoyens concernés qui soutiennent leur régime. Ces négociations sont sacrées et précieuses pour nous, tant qu'ils respectent et préservent les valeurs de notre régime. Notre nation a toujours cherché la paix. Nous sommes prêts à signer cet accord, mais notre dignité islamique doit être préservée aussi. À un peu plus d'1 heure d'avion de Téhéran, Jérusalem.
Et le problème n'est pas ici la dignité, mais les multiples menaces existentielles de l'Iran. Israël n'est pas directement impliqué dans les négociations sur le nucléaire iranien, mais ici aussi, on s'en tient à la même ligne depuis plusieurs années. Le plus grand sponsor du terrorisme dans le monde est l'Iran. Nous pensons que c'est une erreur fondamentale de permettre à ce régime d'accéder à l'arme nucléaire. C'est dangereux. Dangereux pour Israël, pour l'Italie, pour l'Europe, pour les États-Unis et dangereux pour le monde. Des dangers qui font reculer la date butoir, initialement prévue au 30 juin, au 7 juillet prochain. Les 5+1 semblent plus désireux que l'Iran de signer un accord présenté comme historique. L'Europe a demandé un prolongement du gel des sanctions de 7 jours, ceci pour permettre aux négociations de se poursuivre dans la plus grande sérénité. Sérénité ou tension, on va voir ça avec vous tout de suite. Léa Berdugo, notre envoyée spéciale à Vienne, bonjour. Alors, tension plutôt ces dernières heures, Washington aurait menacé de claquer la porte. Exactement, Barbara. Le discours s'est tendu ces dernières heures et ces derniers jours. Alors hier, on a pu ressentir un changement dans le discours des Américains et des Iraniens. Tout d'abord, Mohammad Javad Zarif qui arrive à Vienne en disant que oui, il faut prendre en compte les conditions des Iraniens et les conditions du peuple iranien et l'amélioration de leur vie en général. Et d'un autre côté, les Américains qui disent attention, assouplissez un peu vos conditions parce que sinon, il n'y aura pas d'accord. Barack Obama a déclaré qu'il n'y aurait pas d'accord si c'était un mauvais accord. Donc on sent que les négociations sont dans un point crucial puisque ce sont les questions les plus importantes qui sont abordées. Évidemment, eh bien, la conséquence, c'est qu'il y a d'énormes tensions. Alors, des tensions et puis la date butoir, on l'a dit, qui a été repoussée. Est-ce que c'est une façon de préparer à un échec des discussions? Est-ce que c'est imaginable à un stade aussi avancé? Bah, écoutez, dans ce genre de situation, on ne sait jamais rien jusqu'à la dernière minute. Toutes les possibilités peuvent arriver. Il peut y avoir un échec, il peut ne pas avoir d'échec. En tout cas, on est prêt à toutes les éventualités. Ici, un accord peut être conclu à la dernière minute, mais en tout cas, on voit des jeux diplomatiques depuis le début de la semaine avec des discours enthousiastes, pessimistes. Chacun se répartit les rôles. Hier, on a entendu un Sergueï Lavrov, par exemple, extrêmement optimiste sur la suite des discussions. Il a déclaré qu'il y avait un accord qui était en préparation, bien sûr, et que selon lui, il allait être signé dans les prochains jours. Merci Léa Berdugo depuis Vienne. Et puis en Israël, on suit de près ces discussions. Vous venez d'entendre les inquiétudes de Binyamin Netanyahou. Et nous sommes allés à la rencontre de la communauté iranienne dans le pays qui se retrouve face à un dilemme. Soutenir un accord par solidarité avec sa patrie d'origine ou s'y opposer en suivant la ligne israélienne entre Téhéran et Jérusalem. Mon cœur balance. C'est un reportage de Benjamin Le Souef. Pour la République islamique d'Iran, Israël est l'ennemi de toujours. Une situation qui en réalité pourrait paraître paradoxale, car Israël et l'Iran partagent une histoire commune. Les Juifs iraniens installés en Israël par vagues successives tout au long du siècle en sont l'illustration. Aujourd'hui, ceux que l'on appelle en Israël les Parsis sont près de 80 000, bien intégrés, attachés à leur culture, mais aussi suspicieux vis-à-vis du régime des ayatollahs. Israël a toujours souhaité de meilleures relations avec le régime iranien. Israël vendait des armes à l'Iran pendant la guerre Iran-Irak pour aider l'Iran à combattre ses ennemis. Mais quelques années plus tard, nous avons découvert que les armes que nous avions vendues au régime iranien étaient fournies au Hezbollah pour tuer nos soldats dans le sud Liban. Le régime iranien a supporté de nombreux groupes terroristes, donc le régime iranien ne veut pas de meilleures relations avec Israël. Mais s'il le voulait, la porte en Israël est toujours ouverte. Le Perse a même une place d'honneur sur les ondes de la radio publique israélienne. Menaché Amir, l'une des figures emblématiques de cette communauté, a diffusé pendant 55 ans des informations quotidiennes en perse et anime aujourd'hui un magazine hebdomadaire. Ce jour-là, ses auditeurs débattent des négociations sur le nucléaire iranien. J'ai demandé à nos auditeurs en Iran s'ils pensent qu'il y aura un contrat dans 2-3 jours. La plupart des gens qui ont participé dans notre programme, ils sont contre la puissance nucléaire iranienne, mais ils disent que le régime en Iran va signer cet accord parce qu'il a besoin
de lever les sanctions. Cet accord que nous avons entendu, c'est dangereux et ça n'a pas mettre fin au programme nucléaire de l'Iran. Si les grandes puissances semblent vouloir laisser une chance au régime iranien, les préoccupations suscitées par la question du nucléaire restent vives chez les Israéliens d'origine d'Iran. Ceux-ci accordent un crédit modéré à l'égard du leadership iranien et s'inquiètent des décisions qui seront prises à Vienne. Alors on vient d'entendre le scepticisme de la communauté iranienne en Israël. Daniel, bonjour. Bonjour. Que pensent les Israéliens dans leur majorité de ces discussions, de cet accord ? Bon, les Israéliens, bien entendu, sont très inquiets à travers les propos de Binyamin Netanyahou, on le ressent. Mais ce que l'on fait comme constatation au cours des derniers jours, c'est que de plus en plus de responsables occidentaux, comme par exemple le chef de la diplomatie britannique, et même récemment hier, Barack Obama, utilisent une formule qui est très chère à Binyamin Netanyahou, mieux vaut pas d'accord qu'un mauvais accord. Et là, dans ce contexte-là, on est en train de ressentir, et Binyamin Netanyahou est en train de le percevoir, que peut-être que c'est l'occasion pour essayer de faire passer ce message de manière plus aiguë, plus intense. Et donc, Binyamin Netanyahou va même jusqu'à comparer, par exemple, l'Iran au régime de Daesh et affirmer qu'on ne peut pas se permettre de laisser un régime terroriste, a-t-il dit, laisser se doter de l'arme nucléaire, utiliser la levée des sanctions pour renflouer ses caisses et utiliser après des centaines de millions de dollars pour financer le terrorisme international. Donc, en Israël, cet accord ne peut pas passer, il ne peut pas y avoir de mauvais accords dans le cadre du nucléaire iranien. Mais si cet accord sera quand même au bout du compte signé, est-ce qu'on peut parler d'un échec de la diplomatie de Binyamin Netanyahou? Il a parlé du combat de sa vie, un combat qu'il mène depuis de très longues années sur ce dossier iranien. La signature d'un accord, c'est l'échec, entre autres, de la diplomatie israélienne. Écoutez, on a beaucoup reproché, certains ont reproché à Binyamin Netanyahou de sa position jusqu'au boutiste, de dire tout ou rien. Au cours des derniers mois, on a vu que même Binyamin Netanyahou avait atténué cette tendance. C'est difficile de parler d'échec de la part de Binyamin Netanyahou. Effectivement, Binyamin Netanyahou, en tant que Premier ministre de l'État d'Israël, ne pouvait pas faire autre chose que revendiquer son opposition contre un tel accord. Et on voit que finalement, pour l'instant, il n'y a pas d'accord. Tant qu'il n'y a pas d'accord, cette position est valable. Donc, quelque part, Binyamin Netanyahou, tant qu'il n'y a pas d'accord, la position de Binyamin Netanyahou est celle qui est la plus valable. Et on voit, comme je le disais, qu'elle est adoptée par de plus en plus de responsables occidentaux qui comprennent que, quelque part, les Iraniens sont en train de jouer avec eux. Merci beaucoup, Daniel. En France, la canicule s'abat pour la deuxième journée consécutive sur le pays qui se prépare aujourd'hui à de nouveaux pics de chaleur. La température pourrait atteindre 39 degrés à Paris cet après-midi. Et évidemment, tout est mis en place pour éviter de voir se répéter les terribles scènes de l'été 2003. Julia Galantia. Maillot de bain et crème solaire de rigueur en pleine ville. À Bordeaux ce mardi, les températures avoisinaient les 40 degrés. Dans cette maison de retraite, déshydratation et coups de chaleur guettent les personnes âgées. À chacun ses astuces pour se protéger. Le mieux, c'est de boire beaucoup et de s'asperger, quoi. Hein, de l'eau. Et de rester à l'ombre, bien sûr. Parce que alors là, le soleil, c'est insupportable. Certaines villes ont aussi invité les personnes âgées ou vulnérables à s'inscrire sur le registre canicule de la commune pour qu'elles puissent être suivies par téléphone et bénéficier de visites à domicile. À Bordeaux, par exemple, 1500 personnes sont recensées. Le maire a écrit à 15 000 personnes de 75 ans et plus pour proposer d'être sur ce registre. 1500 personnes ont répondu et donc ces 1500 personnes régulièrement sont contactées par des bénévoles ou par des professionnels en fonction de leur situation. La vague de chaleur devrait s'étendre du nord à l'est du pays et les fortes chaleurs devraient durer au moins jusqu'à la fin de semaine. Instruits par la canicule meurtrière de 2003, les pouvoirs publics ont multiplié les conseils sanitaires à la population. Personnes âgées, jeunes enfants et personnes vulnérables sont invités à éviter de sortir ou à se rendre dans les locaux climatisés. Nous avons déclenché le niveau canicule qui se concrétise par une série d'initiatives. D'abord de l'information à destination des personnes âgées avec les conseils qui conviennent, personnes âgées et puis aussi les tout jeunes. En 2003, la canicule avait fait 15 000 morts en France entre le 4 et le 18 août. Depuis cet été meurtrier, le premier niveau du plan national canicule est systématiquement activé chaque année du 1er juin au 31 août.
Et nous sommes le 1er juillet, premier jour des vacances scolaires. Et qui dit vacances, dit cahier de vacances. Et le débat éternel pour les parents, faut-il ou non proposer à nos enfants de bûcher pendant l'été ? Bethsabée, est-ce que vous avez un avis sur la question? Écoutez, le débat est ouvert. Vous avez d'un côté les détracteurs des cahiers de vacances, souvent même traumatisés par une enfance avec du temps de travail obligatoire entre le Becherel et le Gaffio, vous savez, ce dictionnaire de latin. Ils vous diront qu'il faut faire absolument une pause, un break, décompresser, relâcher la pression, d'autant que le travail, c'est à l'école, pas à la maison. Au contraire, il faut profiter du temps libre pour changer d'air et oui, sortir, se rapprocher de la nature, faire du sport et bien sûr se cultiver. Et oui, une ou deux expos, quelques châteaux ou chapelles, ça aussi c'est de l'apprentissage, ou même prenez quelques jeux de société de type Scrabble. Et des bouquins pour les enfants. Exactement, les bouquins, et ça c'est toute l'année d'ailleurs les bouquins. Alors face à eux, vous avez les partisans du cahier de vacances. Il faut réviser, se préparer à la rentrée et ça commence dès la maternelle, Barbara. Un argument qui touche bien sûr les parents en plein cœur. J'entends qu'ils touchent leur angoisse, l'angoisse que leur enfant oublie ce qu'ils ont appris pendant l'année, sans compter que, clin d'œil, bien sûr, ça les occupe, un quart d'heure, une demi-heure, pendant de longues semaines de vacances. De grandes vacances. Alors, on imagine aussi qu'en première ligne des partisans de ces cahiers de vacances, il y a les éditeurs de ces fameux cahiers. Les éditeurs pour qui les cahiers de vacances sont une véritable mine d'or, et ce, alors que le marché du livre, lui, en général, est en recul, eh bien, le cahier de vacances, lui, profite d'une croissance de 1%, chiffre d'affaires 25 millions d'euros, et pour cause, même si un exemplaire ne coûte qu'environ 6 euros, eh bien, 6 euros, plus de 4,2 millions de cahiers de vacances ont été écoulés l'an dernier selon un sondage de l'Institut JFK. Voilà. 4 millions de quand même. Ouais, un vrai succès quand même pour ces cahiers de vacances. Il y en a d'ailleurs pour tous les goûts. Alors, vous avez quelques cahiers de vacances. Alors déjà, vous en avez pour les adultes et puis vous avez des insolites. Alors, vous avez par exemple « Ne bronzez pas à thé ». C'est le premier cahier de vacances Cato. Vous en avez entendu parler apparemment. Voilà. Aux éditions du Cerf, il s'adresse aux croyants ou incroyants désireux, je cite, d'apprendre, retrouver ou réviser la foi. Alors dedans, vous avez plein de choses très folichonnes, des quiz, des QCM et des jeux théologiques. Et le pape en Superman, quoi. Exactement. Alors vous avez plein de dessins sympas. Et puis alors, plus provoque qu'insolite, des cahiers de vacances spécial filles roses ou spécial garçons bleus. Même les cartes étaient coloriées de façon différente. Puisqu'en fait, ça a provoqué un tel scandale que l'éditeur Manière a dû les récupérer pour en sortir des moins stéréotypés. Merci beaucoup, Bethsabée. Vous êtes pour ou contre les cahiers de vacances? Ah oui, toujours. Même en vacances, il faut continuer. Allez, on se quitte pour un nouveau journal juste après de longs mois d'affrontements sur Twitter. Louis Sarkozy et Léonard Trailwaller ont enterré l'âge de guerre 2.0. L'occasion de revenir sur plusieurs mois de tweets venimeux. On se retrouve donc après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Éléonore Veil. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. 5 jours après l'attentat en Isère, le parquet de Paris a ordonné hier l'ouverture d'une information judiciaire et le procureur a confirmé le mobile terroriste malgré les dires de l'accusé qui affirme avoir agi pour des motifs personnels. Sali était pourtant en lien avec un djihadiste en Syrie où il se serait d'ailleurs rendu en 2009 avec femme et enfants. Julia Galantia. L'attentat commis par Yacine Sali est bien de nature terroriste. Le parquet requiert sa mise en examen notamment pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et sans surprise, son placement en détention provisoire. Pourtant, à l'inverse d'un Mohamed Merah ou plus récemment des frères Kouachi ou d'Ahmedi Koulibaly qui avaient proclamé avant leur mort leur affiliation à l'islamisme le plus radical, Yacine Sali, lui, conteste en garde à vue toute motivation religieuse. Mais pour la justice, le patron de son entreprise de transport est bien une nouvelle victime du terrorisme islamiste, 6 mois après les attentats de Paris et 2 mois après l'assassinat d'Aurélie Châtelain dans un parking de Villejuif. Yacine Sali a décapité sa victime. Il a accroché la tête de sa victime à un grillage, en cherchant à donner à son acte une publicité maximale, ce qu'il a d'ailleurs revendiqué au cours de sa garde à vue. On peut noter que cela correspond très exactement au mot d'ordre de Daesh, qui appelle régulièrement à commettre des actes de terrorisme sur les territoires français et précisément à égorger des mécréants.
Sur tous ces points, Sali s'est montré peu bavard lors de sa garde à vue. Le principal suspect fait preuve d'une mémoire sélective et dit ne pas se souvenir d'avoir mis en scène la tête de sa victime. Il attribue son geste à un différend professionnel avec son patron, marqué notamment par une vive altercation survenue 2 jours avant les faits. Il évoque également devant les enquêteurs des difficultés conjugales. Pour le procureur, c'est surtout la mise en scène de la décapitation et l'envoi de photos pour une éventuelle revendication qui correspondent aux actions de l'État islamique. Lors d'une perquisition réalisée dans l'entourage de Sébastien Younes, les enquêteurs ont découvert un téléphone avec lequel ses proches le contactaient en Syrie. L'exploitation de ce téléphone a permis de mettre à jour une discussion le vendredi 26 juin dans la soirée, au cours de laquelle Sébastien Younes indiquait très bien connaître Yacine et affirmait, je cite, « être une des causes pour lesquelles il a fait ça ». Il disait enfin avoir reçu les 2 clichés et avoir demandé l'autorisation à l'organisation terroriste État islamique de les diffuser. Selon une source proche du dossier, Yacine Sali pourrait connaître plusieurs des quelques 500 personnes parties de France et actuellement dans les zones de djihad. Mais les enquêteurs restent prudents sur cette connexion syrienne. L'épouse et la sœur de l'assassin présumé ont certes évoqué un séjour en Syrie en 2009 avec femme et enfants, bien avant les combats auxquels prennent part les djihadistes. Mais les policiers n'ont pour le moment pas trouvé trace de ce voyage. Julien, pourquoi la piste terroriste n'a pas été retenue dès le départ ? Parce que, en raison notamment des déclarations du suspect qui a un peu troublé les pistes, et vous l'avez entendu, il a évoqué un différend avec sa compagne, avec son épouse. Sachez d'ailleurs que la source de ce différend est qu'il estimait que son épouse n'était pas assez religieuse, donc il y avait déjà une certaine base à partir de laquelle on aurait pu comprendre le profil du suspect. Il a affirmé s'en être pris à son patron pour une simple dispute, qui lui a tranché la gorge simplement pour se mettre en scène. Il n'explique pas pourquoi il a mis des drapeaux islamistes. Bref, il refuse toute religiosité de son acte. Il a tout fait pour être décrit, si vous voulez, comme un banal criminel finalement. Et sur internet, ceux qui sont des partisans de la théorie du complot tout de suite ont pointé du doigt la justice française et les politiques français en leur disant qu'il ne s'agissait pas d'un acte terroriste mais plutôt d'une volonté des politiques français de souligner le caractère terroriste. Pourquoi ? Pour promouvoir la loi sur le renseignement. C'était leur théorie, ça n'a pas tenu évidemment aux enquêteurs. Alors justement, un mot des autorités françaises, de la classe politique française qui n'a pas hésité cette fois à qualifier l'acte de terroriste immédiatement. Et là, il y a vraiment une évolution dans la sémantique, dans la politique française. Je vous propose de faire un bref retour en arrière. On va retourner jusqu'en décembre dernier. Vous vous en souvenez, Barbara, à l'époque, il y avait plusieurs attaques à la voiture bélier. Regardez ce tweet lors du 20 décembre. C'était lors de la première attaque à Jouer-les-Tours. Un homme crie Allahu Akbar et fonce avec sa voiture sans un commissariat. 3 policiers blessés. Barbara, Manuel Valls parle de soutien aux policiers blessés, mais il n'emploie pas le mot de terrorisme. Lendemain, nouvelle attaque à la voiture bélier, cette fois à Dijon. Également tweet de Manuel Valls, 21 décembre 2014, soutien aux victimes, aucune allusion au terrorisme. On va voir maintenant cet article du Parisien. Le procureur de Dijon affirme aucun lien avec le terrorisme. Et notez bien, regardez ce deuxième extrait, on apprend que si le chauffeur a crié Allahu Akbar, c'était pour se donner du courage, mais en aucun cas en raison de terrorisme. Là, ça commence à fâcher. La politique, la classe politique française se divise, notamment à droite. Regardez, Christian Estrosi, le maire de Nice, affirme que le gouvernement cache des choses. Il parle des dangers de l'islamisme. Le mot est lancé. Donc tout ça, c'est en décembre. On voit vraiment beaucoup de prudence. Maintenant, regardez ce tweet de Manuel Valls juste après l'attaque de vendredi en Isère. Il dit tout de suite « La menace et l'horreur aveugle des terroristes n'épargnent aucune nation ». Bref, la réaction de Manuel Valls a été immédiate. Pourquoi tout de suite le mot terrorisme ? Parce qu'entre-temps, il y a eu les attentats de janvier, de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo, et que la prise de conscience est bien plus importante en France. Évidemment, merci beaucoup Julien. Et depuis l'attentat de vendredi, plusieurs responsables politiques à droite et au Front National notamment ont réclamé la fermeture des mosquées salafistes considérées comme suspectes de lien avec la mouvance djihadiste. Manuel Valls leur a emboîté le pas hier et s'est dit prêt, si nécessaire, à fermer des mosquées, mais également à dissoudre des associations. Écoutez le Premier ministre. Le ministre de l'Intérieur agit et agira avec d'abord les armes du droit, car l'état de droit est indispensable pour lutter contre le terrorisme, en faisant un travail de longue haleine là aussi, et dans la discrétion, pour fermer les mosquées quand il faut les fermer, pour s'attaquer au commerce qui alimente financièrement ce terrorisme. Maurice, est-ce que Manuel Valls a les moyens de sa politique ?
Difficile, Barbara, il y a 2500 lieux de culte musulmans répertoriés en France, une centaine sous influence salafiste. Alors, c'est celles-ci qui sont visées par Manuel Valls, qui veut au moins ou les éradiquer ou tout au moins bloquer leur progression. Il faut dire qu'en France, le nombre de mosquées salafistes a doublé en 4 ans. Ces mosquées salafistes sont surveillées par les services de renseignement et se trouvent principalement dans les grandes agglomérations, régions parisiennes, Lyon, Marseille et Lille. Alors, vous avez entendu le Premier ministre et ses précautions. Le ministre de l'Intérieur a-t-il dit agit et agira tout d'abord avec les armes du droit. Le droit français ne laisse pas effectivement les autorités désarmées face aux menaces djihadistes. Alors, mais en attendant, Manuel Valls a dit qu'il n'y aurait rien de neuf. Il a listé les mesures. On retrouve des poursuites judiciaires, expulsion de territoire, déchéance de nationalité française, interdiction d'entrée et de sortie du territoire, blocage de sites internet et suppression des prestations sociales. Voilà, et cette mesure de fermer des mosquées a déjà été faite en Tunisie. L'Italie également, peut-être, après la France, pourrait aussi suivre cette direction. Oui, Barbara, c'est le président du Conseil de Lombardie, Roberto Maroni, membre de la Ligue du Nord, un parti populiste et anti-immigration, qui espère que les autorités italiennes ne soutiennent aucune idéologie, a-t-il dit, et se concentrent sur la sécurité des Israéliens en fermant, s'il le faut, des mosquées. Et ce n'est pas une menace en l'air. En février dernier, la Ligue du Nord avait déjà fait passer une loi rendant quasi impossible la construction de lieux de culte musulmans en Lombardie, une loi qui n'avait alors suscité aucune polémique en Italie. Voilà, la Ligue du Nord, l'extrême droite italienne. On va reparler de l'extrême droite française à présent. Merci Maurice. Marine Le Pen, vous le savez, a annoncé hier sa candidature aux élections régionales de décembre dans la future région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Alors selon tous les sondages, elle arriverait en tête. Léonore Jory. C'est désormais officiel, Marine Le Pen se lance dans la bataille des régionales. Candidate aux élections de décembre prochain dans la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, elle appelle à un travail d'équipe. Ce sera une campagne collective. J'ai besoin de l'investissement de chacun d'entre vous. Et une fois aux affaires, les meilleurs d'entre nous, les plus qualifiés, prendront les rênes de l'exécutif du Conseil régional que je présiderai. La présidente du Front National a officialisé sa candidature ce mardi, après avoir longtemps hésité à se présenter. La raison, la présidentielle de 2017. Mais ce choix divise tout de même au sein du parti. Quand certains pensent que c'est un plus pour l'élection présidentielle, d'autres y voient un risque. Mais elle le promet, elle arrivera à gérer toutes ses fonctions. Marine Le Pen est une femme. Une femme sait faire plusieurs choses et sait les faire correctement. Et connaissant Marine Le Pen et sa façon de voir les choses, si elle s'est engagée dans cette nouvelle bataille, c'est qu'elle peut le faire, évidemment. Face à elle, le candidat du parti, les Républicains, Xavier Bertrand, est serein, mais sait que la tâche ne sera pas facile. Marine Le Pen est aujourd'hui favorite du scrutin, avec 37% des voix au second tour, contre 32% pour l'ancien ministre, qui ne se prive pas d'attaquer son adversaire. La région, elle ne la connaît que par la vitre du Thalys. Quand elle fait le trajet Montretout, Bruxelles en première classe. Ça ne l'enchante pas d'y aller, mais avec sa nièce lancée en PACA, elle n'avait pas vraiment le choix. De son côté, le Parti socialiste appelle au rassemblement de la gauche et des écologistes pour faire barrage au Front National. Créditée de 31% au second tour dans les sondages, la liste d'union de gauche se trouverait alors en difficulté. La décision d'une candidature ou non sera tranchée en septembre prochain. Marine Le Pen pourrait donc gagner son pari en remportant cette région historiquement à gauche et asseoir sa légitimité pour la présidentielle de 2017. Et bonjour à Joël Gombin, spécialiste du Front National. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce qu'en se présentant au régional, Marine Le Pen prend un risque, celui de la politique, à savoir perdre une élection, une défaite qui pourrait avoir des conséquences bien au-delà de ce scrutin régional ? Oui, bien sûr, c'est un risque qui est toujours présent. Simplement, Marine Le Pen et le Front National ont de ce point de vue-là une ressource que n'ont pas d'autres partis. C'est que si Marine Le Pen perd, et a fortiori si elle perd dans les circonstances du retrait d'une des listes au second tour, elle pourra dire, mais voyez, au fond, c'est le système qui s'acharne contre moi, qui empêche notre victoire, il faut se mobiliser d'autant plus fort. Alors, cette région du Nord n'était pas prédestinée à Marine Le Pen, mais le Front National a réussi à s'y implanter. Si Marine Le Pen remporte ce scrutin, est-ce que ce sera une victoire symbolique en vue de 2017 dans ce fief, on le sait, historique de la gauche? Oui, alors d'abord, fief qui n'était pas prédestinée, elle s'est présentée pour la première fois au régional en 98, donc ça commence à faire quelques années.
Oui, bien sûr, si elle l'emporte, ce sera une victoire politique qui en rappellera d'autres. Même si entre gagner une régionale et gagner une présidentielle, il y a un monde. Hein. Mais en même temps, il faut aussi voir que si Marine Le Pen l'emporte, les difficultés pourraient également commencer, parce qu'elle devra gérer à la fois la présidence d'un groupe au Parlement européen, la présidence d'une région, la présidence de son parti et une candidature à l'élection présidentielle qui commencera le lendemain de l'élection régionale, dans un contexte où les régions seront en plein chamboulement suite à la fusion, hein, en pleine réorganisation institutionnelle. Donc on peut aussi imaginer qu'au fond, ça la mette plus dans l'embarras de devoir choisir entre différentes priorités qu'autre chose. Merci beaucoup, Joël Gombin, spécialiste donc du Front National. On parle à présent d'une réconciliation, la réconciliation des fils. Louis Sarkozy et Léonard Trierweiler ont enterré la hache de guerre 2.0 et ce, après des mois de conflits ouverts sur les réseaux sociaux, Rudy. Oui, c'est un happy end, mais c'est aussi à la fois un déchirement pour les internautes. Alors depuis des mois, ils se régalaient de ce que les jeunes aiment appeler des clashs, c'est-à-dire des joutes verbales entre, à ma droite, Louis Sarkozy, 18 ans, et fils de l'ancien président, et Léonard Trierweiler, 18 ans aussi, et fils de l'ex-première dame. Alors ardent défenseur de leur papa et de leur maman, les deux ados prenaient un malin plaisir à s'écharper sur Twitter. Alors un exemple, parmi tant d'autres, il y a eu cette une du classement des têtes à claques 2014 dans laquelle Valérie Trierweiler est qualifiée d'emmerdeuse. Alors là on voit la réponse de Louis Sarkozy. Alors il y a eu voilà, là c'est le fameux classement des têtes à claques publié donc par Louis Sarkozy, et donc la réponse signée Léonard: entre une mère emmerdeuse et un père voyou, en une, mon choix est vite fait. Voilà, c'est ce qu'avait répondu Léonard. Vous en voulez peut-être une autre, hein? Il y en a eu des dizaines. Allez, 31 décembre dernier, Sarko Junior porte cette fois l'estocade. Ça doit être dur d'être connu comme le fils de l'ex. Et vraiment, quel homme ce François, et elle a bon goût ta mère. Réponse: moins dur que de voir partir son père entre deux policiers pour répondre à des affaires de garde à vue et des échanges comme ceci. Il y en a eu toute l'année, mais cela est bel et bien fini. Ça a été confirmé. En témoignent ces deux photos sur le réseau Instagram. Pour Léonard Trierweiler, la battle se termine autour d'un verre après une rencontre comme ça fortuite dans la rue. Alors de l'autre côté, autre photo de la rencontre, celle des Bros Night. Les jeunes comprendront. Non, moi je comprends pas. C'est une sortie entre potes. Voilà, sortie entre potes, et ils se sont donc croisés. Qu'est-ce qui a permis cette réconciliation? Alors, la légende dit qu'ils se sont réellement croisés. Ils ont décidé de prendre un verre. On ne sait pas si cette rencontre a été organisée ou elle est vraiment due au hasard. En tout cas, les internautes sont bien tristes maintenant de ne plus avoir droit. Parce qu'ils aimaient bien suivre cette battle, en fait. Évidemment, ça faisait les... Vous pouvez juste revenir sur ce concept de battle, de clash? C'est un clash, c'est une tradition qui est née même dans le monde du rap, il y a quelques années. C'était de s'envoyer les meilleures vannes. D'ailleurs, pour rappel, vous vous souvenez de Bryce the Nice? Bien sûr. Laetitia va nous en parler tout à l'heure. Le cassage, c'est important. D'accord. Prêt pour la leçon de casse? Complètement d'accord. Ok, alors jambe gauche fléchie, droite tendue, comme si tu pissais dans un bocal. T'allonges le bras, tu pars du nord-ouest pour arriver au sud-est sans toucher la Corse. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Mais ça marche aussi à l'envers. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Voilà. Ils ne se casseront plus en ligne. Merci beaucoup, Rudy. À suivre après un nouveau journal, que ce soit en Israël ou dans le reste du monde. Vous le savez, le mois du Ramadan est particulièrement marqué cette année par le terrorisme. Et bien, ce calendrier ne serait pas dû au hasard. Explication après un nouveau point complet sur l'actu qui vous est présenté par Eleonore Weill. Ce sera dans 2 petites minutes. Ne bougez pas. On est de retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, on revient à présent sur cet attentat qui a visé 4 jeunes Israéliens lundi soir en Cisjordanie sur une route. Ils ont été pris pour cible à l'arme automatique par une autre voiture et on l'a dit, l'un des 4 blessés a succombé à ses blessures hier soir. Reportage sur place de Maxime Perez avec Maël Benoliel. Benji est un miraculé. Sa voiture roulait sur cette petite route, juste derrière celle de ses amis, pris sous le feu de tireurs palestiniens. Dans l'obscurité, il n'a pas vu grand-chose,
mais a entendu résonner les rafales d'armes automatiques. On s'est arrêté à ce niveau et on a tout de suite compris ce qu'il se passait. À cette intersection, il y avait une voiture de couleur noire qui est arrivée doucement et a bloqué la route. Nos amis voulaient tourner à droite ici, mais ils en ont été empêchés. On leur a tiré dessus. L'embuscade s'est déroulée au nord-est de la Cisjordanie, dans un secteur isolé qui jouxte la vallée du Jourdain. Une zone aride et montagneuse propice aux guet-apens. En plein jour, la présence des soldats rassure. Mais dès la nuit tombée, ces routes non éclairées deviennent subitement moins sûres. Au bout de l'une d'entre elles, l'implantation de Kochav HaShachar, d'où sont originaires les 4 victimes israéliennes de l'attentat. Cela faisait une dizaine d'années que cette localité de quelques 2000 habitants n'avait pas été touchée par le terrorisme. Mis à part notre petit bloc d'implantation, on ressent dans cette région et dans toute la Judée-Samarie une insécurité grandissante. Des attaques sont commises parfois par des loups solitaires, parfois par des cellules mieux organisées. On a l'impression que la situation sécuritaire se dégrade et ce n'est pas quelque chose de facile à gérer. Quelques heures après l'attentat, les forces de sécurité israéliennes ont musclé leur présence dans certains axes stratégiques de la région, comme dans ce carrefour qui relie la ville palestinienne de Naplouse à Jérusalem et Tel Aviv. C'est le 5e attentat palestinien en 10 jours qui frappe des Israéliens, civils ou militaires. Un regain de tension qui intervient en pleine période du Ramadan et ce alors que l'armée israélienne a allégé ses restrictions en Cisjordanie. Ici, les habitants juifs parlent déjà d'une intifada silencieuse. Daniel, des mesures ont été prises par les autorités israéliennes. Est-ce suffisant? Est-ce la bonne solution? Il y a eu des mesures qui ont été prises il y a de cela 10 jours, au début du Ramadan, pour permettre une meilleure circulation de la population palestinienne à l'intérieur des territoires. Et finalement, côté israélien, on constate que cela se retourne contre la population juive des territoires. Et donc, effectivement, il y a eu un durcissement au cours des 24 dernières heures, en particulier sur plus de barrages dans les territoires, et puis aussi des mesures restrictives sur le mont du Temple pour les prières de vendredi. On va parler du calendrier très spécifique de cette vague d'attentats, on peut désormais utiliser le mot, en Israël. Vous le savez, que ce soit en Israël ou dans le reste du monde, eh bien, le mois du Ramadan est particulièrement marqué cette année par le terrorisme, mois de jeûne, de spiritualité intense et de générosité pour les musulmans. Mais en multipliant les appels à la guerre sainte durant cette période, eh bien, Daesh, l'État islamique, a complètement dénaturé l'esprit du Ramadan, comme nous l'explique Solal Azerwal. Ramadan, le mois le plus sacré de l'islam, synonyme de paix et de piété pour les musulmans. Pour l'État islamique, c'est un mois de malheur pour les mécréants. Vendredi dernier, triple attentat terroriste en France, en Tunisie et au Koweït. Bilan de ce vendredi noir du terrorisme, une 60aine de victimes. Comment expliquer le djihad pendant le mois saint du Ramadan ? La doctrine du djihad est simple, il faut réunir les terres de l'islam sous la bannière du califat. Il s'agit donc d'étendre l'emprise du Dar al-Islam aux dépens du Dar al-Kufir. Priorité momentanée, le djihad défensif mobilise toute la communauté. Chacun doit y participer selon ses capacités. Ainsi, chaque musulman doit prendre les armes, prier ou contribuer financièrement à la défense du Dar al-Islam. Cette défense de l'islam permet au djihad de supplanter les 5 piliers de l'islam. Mener des attaques pendant le Ramadan n'est pas une coïncidence. Ces 5 piliers peuvent être temporairement suspendus lorsque le djihad est proclamé. Faire la guerre pendant le jeûne diurne du Ramadan revient à prendre le risque de se voir terrassé par l'ennemi qui ne jeûne pas. Une décapitation, un attentat à la bombe dans une mosquée et un massacre balnéaire. Le vendredi noir, façon cruelle de célébrer les 1 an du califat. Il faut donc s'attendre, avant la fin du Ramadan, à de nouvelles attaques de la part de l'État islamique. Daniel, est-ce qu'en Israël également cette recrudescence des attentats terroristes est liée directement au Ramadan ?
Bien écoutez, aujourd'hui, les forces de sécurité israéliennes donnent plusieurs options pour expliquer ce regain de tension, mais il n'est pas impossible, et on se posait la question de savoir quand est-ce que Daesh commencerait à avoir de l'influence à l'intérieur des territoires palestiniens. Il n'est pas impossible que l'on assiste à une première marque de l'influence néfaste de Daesh à l'intérieur de la population palestinienne, dans les territoires, en particulier lorsqu'il s'agit de loups solitaires. Alors ce n'est pas une initiative organisée, mais c'est l'œuvre de Palestiniens isolés qui sont influencés par ce qui se passe à travers le monde, par ce que Daesh est en train de commettre. Et donc c'est le résultat de ce qui se passe actuellement au cours des derniers jours, depuis le début du Ramadan en Judée et en Samarie. Israël tient pourtant le Hamas responsable pour cette dernière attaque qui a lieu en Cisjordanie. Alors c'est ça. Ça c'est une explication de l'idée de Daesh, mais effectivement les forces de sécurité israéliennes, le ministre de la Défense a affirmé que c'était le Hamas qui était responsable en particulier de l'attentat d'avant-hier soir. Il faut aussi tenir compte du contexte dans lequel on se trouve. Il y a une confrontation, on a beaucoup parlé du Ramadan, mais il y a aussi une confrontation interne entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Il n'est pas impossible que le Hamas veuille sortir ses griffes actuellement, pas tant contre Israël, parce qu'on sait qu'il y a des négociations secrètes entre Israël et le Hamas pour la bande de Gaza, mais plutôt contre l'autorité palestinienne pour essayer de montrer que l'autorité palestinienne n'a plus autant d'influence, essayer de se renforcer en Judée et en Samarie. Et d'un autre côté, il n'est pas impossible que Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne, veuille essayer en ne se manifestant pas au niveau de la sécurité, en mettant ses forces de sécurité un petit peu en retrait, essayer peut-être de se rappeler au bon soin de l'ensemble de la communauté internationale qui est actuellement plus préoccupée par l'Iran, par le dossier iranien que par le dossier palestinien. On a vu que la France se rétractait de son initiative au sein du Conseil de sécurité. Mahmoud Abbas est peut-être inquiet, il veut peut-être se rappeler la communauté internationale à l'ordre. Merci beaucoup à Daniel. Allez, il est temps de jeter un coup d'œil aux grands titres de la presse du Moyen-Orient ce matin. Maurice, il est question beaucoup ce matin dans les journaux de Daesh, de cette vague d'attentats. Le Daesh, de cette vague d'attentats et du Hamas. Vous allez voir, le quotidien Egypt Independent affirme que les djihadistes menacent de transformer Gaza en un nouveau bastion islamique. C'est la première fois que Daesh lance un défi direct au Hamas qui contrôle la bande de Gaza. Un message vidéo diffusé de Syrie par Daesh accuse en effet le Hamas de ne pas être suffisamment ferme sur les lois religieuses et surtout d'avoir accepté une trêve avec Israël et de s'être réconcilié avec le Fatah. Et puis on parle également d'un geste des Égyptiens à l'égard du Hamas. Oui, le Palestine Chronicle affirme que le terminal de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza a été ouvert pour une semaine à l'occasion du Ramadan. Quelle est la stratégie du président Al-Sisi, demande le Palestine Chronicle. 1. Montrer de la compassion pour les Palestiniens de Gaza et repousser ainsi les critiques de la communauté internationale inquiétée par les procès de masse d'islamistes et surtout maintenir le Hamas dans le camp sunnite au vu des bouleversements régionaux, écrit le quotidien palestinien. L'organisation islamiste pourrait basculer dans le camp de l'Iran. Et puis le Haaretz revient sur cette vague d'attentats en Israël et pour le quotidien de gauche, c'est bien le Hamas qui est responsable. Exactement, Haaretz titre 6 attentats en 11 jours en Cisjordanie et l'éditorialiste du quotidien de constater qu'il ne s'agit plus d'actes de terroristes isolés. Le niveau de planification et l'armement des terroristes mène selon Haaretz au commandement du Hamas en Turquie. Selon le quotidien, le mois dernier, la Turquie avait demandé au commandement du Hamas en Turquie de réfréner ses activités en Cisjordanie. Une demande qui apparemment n'a pas été suivie des faits, constate Haaretz. Et on termine par un détour par la presse iranienne ce matin. Oui, un diplomate iranien sous couvert de l'anonymat a révélé à l'agence de presse iranienne Fars News pourquoi les négociations ont été prolongées à Vienne. Les pourparlers intensifs ont repris au-delà de la date butoir pour fixer le calendrier de levée des sanctions. Mais le même diplomate iranien a démenti qu'un nouveau délai ait été fixé au 9 juillet. Merci Maurice. Tout autre chose à présent, on part à la rencontre d'une famille chinoise qui a décidé de venir s'installer en Israël, près de la ville pavillonnaire de Césarée. Un mois après leur arrivée, voici le premier bilan de leur acclimatation. Reportage signé Elsa Mimoun. Dans la famille Ginshin, alias Friedman, je voudrais le père Yaakov, la mère Eliana, les deux petites jumelles Yael et Teila et la grande sœur Abigail. Parents et enfants viennent tout juste de s'installer en Israël, la fin d'une longue quête spirituelle. J'ai immigré de Chine pour poursuivre mes études aux États-Unis et là-bas, j'ai commencé à apprendre ce qu'était le judaïsme.
J'étais timide pour aller frapper à la porte d'un rabbin. J'ai étudié par moi-même au début, en lisant des livres sur la pensée juive et philosophique. Ma femme étudiait avec moi aussi. Après cela, j'ai trouvé un rabbin qui m'a aidé. Et on a commencé officiellement notre conversion. Une découverte du judaïsme qui s'est poursuivie par l'éducation des enfants. Abigail passait à l'école primaire. Nous voulions l'envoyer à l'école juive, mais elle se situait à plus d'1 heure de route. On a donc pensé à déménager d'abord à Cleveland, car il y a une très grande communauté. Mais nous nous sommes dit, si nous devons partir, pourquoi pas déménager en Israël? Car nous sommes juifs, c'est juste ce que nous voulons. Depuis un mois dans le pays, les Friedman ont choisi comme point de départ de leur vie israélienne Pardes Rana, une ville située dans le nord. Les gens ici sont très chaleureux, chauds, comme la météo. Ils se montrent très curieux à propos de mon histoire. Je me sens super bien, peu importe si nous les connaissons, les gens, tout le monde essaie de nous aider. Je trouve ça incroyable. Une nouvelle langue, une nouvelle culture, c'est presque du déjà-vu pour ce couple, puisque chacun avait grandi et étudié en Chine avant de se rencontrer aux États-Unis. C'est un vrai challenge d'apprendre l'hébreu. Mais venir dans un nouveau pays, je l'ai déjà fait et je n'ai pas peur de cela. Déménager dans un nouveau pays, explorer une nouvelle culture. Ici, c'est notre maison où on doit vivre. Pour moi, apprendre l'hébreu, c'est compliqué avec la prononciation, la grammaire, la conjugaison. Ils ont différents types pour le masculin, le féminin. En chinois, il n'y a pas ce genre de choses, en anglais non plus. Donc maintenant, c'est un challenge car j'adore Israël, je veux prendre part à la société de manière active et je ne veux pas juste que les gens m'aident, je veux apporter ma contribution. Et ce couple peut bénéficier du soutien entier de leurs parents, rester en Chine, une décision courageuse et le début d'une nouvelle aventure. Film de chat sur YouTube, photo qui fait sourire sur Facebook, ces images feel good, cartonnent. Et si ça plaît autant, c'est parce que c'est bon pour la santé. Séquences touchantes, drôles, elles auront un effet direct sur notre morale. Betsabé, c'est très sérieux. C'est une étude scientifique qui l'affirme. Exactement, une étude menée par les scientifiques de l'université de l'Indiana sur 7000 participants, publiée dans la revue, regardez, Computers in Human Behavior. Conclusion, eh bien, visionner des vidéos de chats nous rendrait plus énergétique et aussi atténuerait nos émotions négatives, Barbara, comme l'anxiété, l'ennui, la tristesse. En somme, une version 2.0 des thérapies avec les animaux de compagnie. Vous savez, par exemple, la ronron-thérapie qui consiste à prendre un chat sur ses genoux et à le caresser pour éloigner le stress et l'énervement. Patron, vous en avez assez que vos employés voguent sur ces vidéos pendant les heures de travail? Eh bien, rassurez-vous, ces vidéos ont un bénéfice émotionnel qui permettrait même de mieux gérer les tâches difficiles par la suite. C'est un universitaire auteur de l'enquête qui l'affirme. Allez, un petit test, on regarde. Ouais. Voilà, alors, je trouve ça toujours aussi inutile en fait. Si ça vous a plu, sachez en tout cas que vous n'êtes pas les seuls. Les vidéos de chats, c'est un des usages les plus populaires d'Internet. Bon, il n'y a pas que les vidéos de chats qui sont bonnes pour le moral en fait. Non, exactement. Pas besoin de vidéos de chats, pas besoin de chats et pas besoin de vidéos. Un petit coup de blues. Voici la photo qui va vous rendre heureux. Regardez, parce que ce cliché réunit tous les éléments nécessaires pour provoquer un maximum de bien-être. Cette photo, en effet, ce serait celle qui rendrait le plus heureux. 71% de personnes que ça fait sourire selon les scientifiques. Et en fait, cette photo elle a été dénichée par Coca-Cola pour sa campagne Choose Happiness. Dedans, vous avez tous les ingrédients magiques. Vous avez cet écureuil trop mignon et qui surprend. Vous avez le couple détendu, accessoirement amoureux. Et puis cet horizon paisible de montagnes et de lacs. En somme, pour libérer l'esprit et amuser. Voilà. On nous met trop la pression d'être heureux finalement.
Moi, je trouve que cette photo, elle est très très jolie. Je la mettrai pas dans mon salon, mais... Merci beaucoup. Il n'y a pas de chat. Il n'y a pas de chat. Il y a un écureuil. Merci beaucoup. Betsabe, merci Maurice. À suivre après un nouveau journal. Je suis en call, en plein meeting pour penser out of the box. Notre lexique professionnel est truffé d'anglicisme. Alors comment retrouver le français au bureau? Guide pratique après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Eleanor Veil. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On est mercredi, c'est évidemment le jour des sorties ciné. Laetitia, on démarre par le blockbuster de la semaine. Tout à fait. C'est le grand retour de Terminator. Tout à fait, voilà, ça s'appelle Terminator Genesis. C'est le 5e volet. Alors, Arnold Schwarzenegger nous avait fait une promesse. I'll be back. I'll be back. I'll be right back. I'll be back. I'll be back. I'll be back. I'm back. She'll be back. I'll be back. I might be back. I'm back. I'm back. I'll be back. You've been back enough. Voilà, on a compris, hein. Arnold est de retour. L'Autrichien le plus bodybuildé, enfin qu'il l'a été en tout cas de la planète, est toujours aussi charismatique. À 67 ans, il réendosse le perfecto du Terminator, un cyborg à visage humain qui, il y a 30 ans déjà, nous annonçait un futur où l'humanité serait dominée par les machines. On regarde la bande-annonce tout de suite en images. What have they done to my son? Survive was what you taught me. Where is he? Get out. Not machine. Not man. I'm more. I can't leave him. Whatever they did to John, we need a reversal. Everything's changed. We are humanity's last hope. Load up. I've been waiting for you. Franchement, j'ai rien compris. Faut être fan de la série pour aller voir le... Juste qu'il n'est pas content. Voilà, c'est ça en fait. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Ouais, c'est un petit peu le principe. Le blockbuster, c'est beaucoup d'argent sur les effets spéciaux, beaucoup d'argent sur les acteurs, et puis beaucoup d'argent sur la promo, mais pas forcément beaucoup d'argent pour un bon scénario. Alors, si vous êtes déjà friand de la saga qui a été inventée quand même par James Cameron dans les années 80, comme les Rudy Sada en face de moi, vous allez sans doute être nostalgique et courir dans les salles aujourd'hui pour aller voir ce nouvel opus, et vous allez être heureux de retomber dans cet univers. Vous pourrez retrouver les méchants robots, les allers-retours dans le temps, mais découvrir aussi dans ce nouveau volet des nouvelles choses, de nouvelles directions créées par ce nouveau réalisateur Alan Taylor, des avancées technologiques, etc. Donc voilà, à découvrir en salle aujourd'hui. Voilà, pour ceux que ça intéresse. On parle d'un film français aussi cette semaine? Tout à fait, le retour de... Alors, c'est pas des robots tueurs, c'est des profs un petit peu dérangés, c'est presque la même chose. Alors, c'est les profs numéro 2. Ça sort donc en salle aujourd'hui, et c'est donc les pires profs de France qui sont de retour pour une mission, appliquer leurs méthodes douteuses aux meilleurs collèges britanniques. Le choc des cultures semble inévitable. Vous avez sauvé le pire lycée de France. Cette année, vous enseignerez dans le meilleur collège de l'Angleterre. Les meilleurs profs du monde. Le château d'Harry Potter. Vous devez toujours saluer la statue sacrée. Salut les statues sacrées, bien? Non, proprement. Salut, ça va, tranquille, proprement? Bonjour les étrangers. 8 heures de prison. Pas mal, mais cette punition, elle n'existe plus depuis au moins 1000 ans, quoi. Welcome to our faults. Race Smalls, Shut up. Shifumi. Ciseaux, égalité, on remet. Ok les puceaux.
tu contractes les fesses, hop là, et t'es bien sur les cuisses, d'accord? Bam, ok? Et après, les ischios, hop, tu veux faire du rugby, problème, t'as pas de ballon, t'as pas de poteau, tu fais quoi? Tu rentres chez toi? Non, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes Paris Hilton? Oh, Bollywood, là, on entend que toi, tais-toi. 10 sur 3 égale... On fait moins les malins, là, hein? Méthode française, on est mort. Ah bah ok, bonjour l'ambiance. Les classiques de la poésie. Où t'es, papa? Où t'es? Ouais, je crois qu'on a encore fait du bon boulot. T'es où, papa? Où t'es? Oubliez la théorie, ici nous parlons pratique. La prof d'anglais ne parle pas anglais? Yes, I know it's a blague. Don't take me for a con. On est mort. Fast and Furious, s'il vous plaît. Reviens-vous là! Vous aviez aimé le premier? C'est potache, mais les ados adorent. Les avant-premières étaient pleines, donc je pense qu'il y aura le même succès pour ce deuxième film, réalisé par un ancien Robin des Bois. Oui, tout à fait. Et le premier opus avait fait 4 millions de spectateurs en salle. Et effectivement, avec ce deuxième volet, on s'attend à une belle réussite au box-office. Et on reste en France. On parle aussi d'un retour, c'est Bryce de Nice. Qui va nous casser. Oui, bah oui, la blague lourde, mais il fallait la faire. J'ai pas fait en première heure. Presque. Hein. Il commence déjà à nous casser avec son titre. Il a dit que ça s'appellerait, Jean Dujardin a dit que ça s'appellerait Brise de Nice numéro 3 parce qu'il a déjà cassé le 2. Vous l'aurez compris, Jean Dujardin va reprendre ce rôle de surfeur peroxydé créé dans les années 90 à travers des sketchs et qui avait séduit lui aussi 4 millions de téléspectateurs lors de son premier épisode version ciné en 2005. Et le tournage va commencer sous la direction de James Hutt qui débutera dans le sud-ouest, fera escale à Paris avant de s'envoler pour la Thaïlande en décembre. On s'attend à quelque chose de plutôt Rudy. Cassant. En tout cas, c'est intéressant parce que Jean Dujardin, quand il n'était pas très très connu quand il a fait ce film, c'est le film qu'il a révélé. Et là, 10 ans plus tard, il a un statut d'Oscarisé. Il va reprendre ce rôle, quoi. C'est assez marrant. Je suis assez curieux de voir ce que voilà, très attendu. C'est vrai que ça n'a pas forcément bien marché sa carrière version Amérique en vrai. Donc il revient en France et il revient aux classiques, assez classiques qui ont bien marché. Et le comique, quoi, finalement. Voilà, au comique, ouais. Ok, merci beaucoup, Laetitia. Voilà pour les sorties de la semaine. Et puis je vous le disais. Je suis en call, en plein meeting pour penser out of the box. Notre lexique professionnel est truffé d'anglicismes, à tel point qu'on s'en rend même plus compte finalement. Rudy, vous nous expliquez ce matin pourquoi l'anglais est aussi présent dans notre workflow. Absolument. Alors si je vous dis que j'aimerais que vous checkiez ASAP mon VT Harddesk, eh bien vous n'allez pas me prendre pour un fou, mais tout simplement pour un membre de la team I24 qui travaille dans la newsroom, évidemment. Alors si vous pensez que ça fait trop d'anglicisme, eh bien vous avez totalement raison. Alors depuis la fin des années 80, l'entreprise est devenue une véritable terre brûlée pour la langue française, ce qui est insupportable aujourd'hui, était pourtant très en vogue dans les années 80. On se fait un petit rappel avec les inconnus. Salut Benoît, ça va, tu vas bien? Ça va bien. Et toi? Excuse-moi, je suis vachement late en retard, recharge, tu vois. Ouais, les périphes étaient bouchés. Ah, le périph' était bouché, de recharge totale, tu vois. T'aurais pu me coller, t'as bien le téléphone dans la voiture. Ouais, mais j'ai que l'international, j'ai pas le national encore. Henri Brice n'est pas là? Non, tu sais, je pense qu'il va arriver dans une few minutes. Moi, ce que je te propose, tu me fais un petit topo briefing en attendant, puis on commence mes vagues. Ok. D'accord. Je peux take a chair? Put a seat. Bon, si tu veux, j'ai une super good news pour notre agence de Pub of Saint-Ouen. On a les pleins pouvoirs pour mener la campagne présidentielle du candidat Jacques... Chirac? Non, Jacques... Lang? Glandu, voilà. Je connais pas. Non, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on ait les mains libres, hein. Qu'on ait? Qu'on ait les mains libres. Pardon, qu'on ait les free hands. Ah oui, les free hands. Bon, 20 ans plus tard, c'est devenu tellement banal finalement qu'on on s'en rend même plus compte. Oui, mais ce n'est pas du tout un phénomène nouveau. Dans un très bon article paru sur State l'année dernière, le journaliste a interrogé l'académicien Patrick Vanier et il nous apprend que les mots comme gentleman, paquebot sont des anglicismes et qui datent d'avant 1700. Par exemple, job, beefsteak, speech date d'avant 1850. Autocar, chewing-gum et vitamine sont aussi des anglicismes qui sont arrivés dans la langue française entre 1900 et
1920. Alors certes, le phénomène s'est accéléré au XXe siècle, tout simplement parce que l'anglais incarne depuis cette période la langue dominante, la langue de l'innovation, d'après l'académicien, le dictionnaire des mots anglais français de 1998, qui est plus vaste, évalue en fait la part d'anglais de 4 à 5% dans le lexique français courant, ce qui n'est pas énorme. Et le souci, c'est que ce phénomène s'accélère depuis ces dernières années, malgré la fameuse loi Toubon qui oblige à utiliser un courriel plutôt que d'envoyer un mail. Voilà. Ouais. Mais c'est une loi totalement inefficace. Ça marche pas du tout. Ça marche au Canada. Mais ça veut dire en tout cas que l'anglais au travail est synonyme d'efficacité ? En tout cas, les concepts anglo-saxons sont considérés comme cool et surtout sont considérés comme des synonymes d'efficacité. C'est-à-dire qu'un reporting, ça fait plus efficace et plus rapide qu'un rapport, un workflow, ça fait plus fluide qu'une organisation du travail. Alors ce sont les cadres branchés, comme on a vu dans le sketch des Inconnus, qui ont importé ces mots dans l'entreprise pour renforcer une sorte de personnage de novateur. Autre explication, l'innovation tout court, avec la génération 2.0 et Internet, les anglicismes se sont multipliés. Par exemple, le concept du like, si le concept du like avait été inventé par une entreprise française, eh bien on aurait parlé de j'aime. Sauf que le like, c'est Facebook. Facebook, c'est une entreprise américaine. Et voilà, ce sont toutes les innovations qui ont marqué ces 30 dernières années, d'où le fait que de plus en plus de mots anglais arrivent dans la langue française. Est-ce que la langue française est en danger ? Alors, il y a des dangers. Beaucoup de pays se plaignent, c'est pas forcément que la langue française, beaucoup de pays se plaignent aussi de ce danger que l'anglais fait courir à leur langue. Mais en réalité, la porosité d'une langue, c'est quelque chose de normal, bien que le phénomène se soit étendu ces dernières années. Mais là où il y a danger, c'est quand la phrase française imite la phrase anglaise. Deux exemples. Vous avez... Oui, par exemple. Exemple, Laetitia. Non, 2 exemples que vous avez sûrement entendus en réunion de débriefing post-émission Barbara. Ça fait sens. Ça fait sens n'est absolument pas français, mais par contre, c'est la copie conforme de It makes sense. It makes sense. Et il y a aussi une autre expression énormément employée dans le monde de l'entreprise, c'est juste pas possible. Ouais. C'est juste pas possible. C'est aussi une expression typiquement anglaise et ce n'est absolument pas français. Bref, pour en parler. Et ça dit comment ? C'est juste pas possible en anglais, il dit. Non, vous allez me le dire. It's just not possible. Ah, nice. C'est ça. En tout cas, voilà, pour en parler, je vous donne rendez-vous en réunion débriefing post-morning pour un bon brainstorming. Avec plaisir, Eddy, on le dira en français cette fois. Allez, on va parler d'une tendance à présent, c'est le bio qui s'installe même dans les spas. Les soins du corps, les massages, les produits veulent tous désormais respecter la nature. Reportage Sandy Fortis, Nasseb Safadi et David Yakin. Bio, sain, vert. Vivre 100% naturel est une tendance qui s'affirme. Ils sont de plus en plus nombreux à être séduits par ce mode de vie et ça donne des idées. Après l'alimentation bio et les différents produits écolos, le bien-être lui aussi se met au vert. Le spa en mode naturel fait un carton. Tous nos produits sont naturels. Nous utilisons notamment de l'huile d'amande douce pour tous nos massages. Nous avons aussi plusieurs sortes de beurre de karité, tous réalisés avec des ingrédients naturels. Nous sommes en Israël, à Tel Aviv. Ce spa exclusivement réservé aux femmes, dédié au bien-être, au naturel, applique la déconnexion maximale. Les téléphones portables sont interdits et les soins proposés 100% naturels jusqu'au bout des ongles. Exit la manucure gel. Ici, on fait tout, de A à Z. Nous avons notre propre ligne de produits. Des huiles, des crèmes faits à base de produits naturels. Tous produits en Israël, dans le nord du pays. Des produits maison, c'est aussi le choix de ce spa à quelques minutes de Jérusalem. Installé dans cet hôtel 5 étoiles, le concept ici mixe bien-être et vigne. Nos soins, qu'il s'agisse des massages ou des soins du visage, sont tous à base de raisin. Nous en utilisons toutes les composantes. Le raisin, c'est un antioxydant. Il a aussi l'avantage de ralentir le processus de vieillissement. Nous nous en servons pour nos peelings, nos massages et nos soins du visage.
Se détendre en respectant la nature, le concept fait mouche, nouvel atout du secteur de l'hôtellerie de luxe israélien. Notre hôtel est une station thermale. Les personnes qui viennent séjourner chez nous viennent généralement spécialement pour le spa. Nous avons évidemment un très bon restaurant et de nombreuses activités sportives, mais c'est notre spa qui attire notre clientèle. Ici aussi, le mot d'ordre est la déconnexion avec le monde réel. Les portables ne sont pas autorisés dans les parties communes et le silence est roi. Les produits utilisés sont évidemment naturels. Activités sportives, yoga, méditation, promenade en forêt ou atelier jardinage, même l'alimentation, si elle est riche, est rigoureusement vérifiée et labellisée santé. Dans notre restaurant, nous proposons beaucoup de nourriture saine. Sur nos menus, on peut voir les vitamines et les minéraux contenus dans chaque plat. Nous prenons soin du corps dans sa totalité. Un esprit sain dans un corps sain et surtout dans un environnement respecté, un credo de plus en plus répandu. Alors vous aussi, qu'attendez-vous pour voir la vie en vert ? Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci Rudy, thank you. Welcome. Et merci Laetitia, on se retrouve demain. Merci à vous de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Tout de suite un point complet sur l'actu. Portez-vous bien, à demain.